Bonsoir, bienvenue au Jam et à cette table ronde organisée en partenariat avec la Renaissance Lochoise à l'occasion de la sortie de son magazine Renaissance Château et Mystères. Nous sommes heureux. Une petite merveille, on vous le conseille. Non, vraiment très très bien. Nous sommes heureux et fiers d'accueillir ce soir deux guerriers et amis, férus d'histoire. Jean-François Tulle, directeur de la Cité Royale, ici présent, et Pascal Dubrizet. Vous pouvez les applaudir maintenant parce que je ne sais pas ce qui se passera à la fin. Et Pascal Dubrizet, historien et auteur. Oui, raconteur d'histoire. Ils vont nous parler de Louis XI à Loches, parce que je vous répète le titre, parce que quelqu'un m'a demandé quel est le sujet ce soir. Je vais vous parler de Louis XI à Loches, à l'origine de la légende noire. Pierre Schmitt, ici présent, Bravo. rédacteur en chef à la Renaissance Lochoise, jouera le rôle d'agent pacificateur. Avant de laisser la parole, quelques mots sur le Jam. Pour ceux qui viennent ici pour la première fois, cette galerie a été imaginée sur une promesse un peu folle de Carolina, mon épouse, à ses parents, artistes peintres, tous les deux, de créer un musée en leur honneur. Moi, en tant qu'époux, je le regrette vivement. Nous avons monté une association ouverte à tous. Vous êtes les bienvenus pour participer à cette aventure. Outre les tableaux de Karine et Tadeusz Jaroszyński, mes beaux-parents, dont le grand tableau Waititi, hier, aujourd'hui, demain, qui vient d'être restauré, vous pouvez admirer les œuvres de Andrés Sobas, mais il a fallu qu'on fasse un... Andrés Sobas, c'est un polono tourangeau qui fait des dessins admirables que vous pouvez voir sur la gauche. Il a un atelier de Ramon Trésor. Il a un style très particulier que j'aime beaucoup. La prochaine conférence sera donnée par Manuel Gros, qui nous a enthousiasmés l'année dernière sur le thème du Caravage et qui revient, il est avocat, et il revient à nous pour nous parler de la justice. Il est avocat et le thème c'est « À la recherche de la vérité juridique ». Jeudi 13 juin à 19h, je vous assure que ce sera fantastique parce qu'il nous a fait une telle présentation sur le Caravage, ça peut être que fantastique. Je suis même prêt à parier à rembourser les entrées pour ceux qui ne seraient pas contents. Ça ne peut être que passionnant. Comme d'habitude, merci d'éteindre vos téléphones. Et à ceux, comme d'habitude aussi, à ceux qui sont assis le long du tableau, n'oubliez pas, si vous vous assoupissez, de pencher la tête. Alors là, c'est compliqué. D'incliner votre tête sur l'épaule gauche de votre voisin de droite. Voilà, place aux combattants. Et vive la confiture et vive le Jam. Merci beaucoup Max et merci Carolina et Max de nous accueillir ce soir. Pour vous, c'est une habitude de venir de temps en temps participer ici à une soirée passionnante. Je sais qu'il y a des gens qui viennent ici les yeux fermés sans même savoir de quoi il va être question, tellement ils ont l'habitude de trouver ici des moments conviviaux et toujours intéressants. On se cultive de manière à la fois ludique et conviviale. Et un col du fémur. Alors, donc, Max présentait les deux intervenants. Ce sont deux intervenants qui ont participé à l'élaboration de notre magazine Renaissance, puisque cette année, nous avons fait appel. Alors, on fait appel à eux souvent, puisque les sujets qu'on traite ont souvent trait à l'histoire et à l'histoire de Loches. Et cette année, on a parlé de Louis XI. Louis XI et sa légende noire. C'est le sujet de ce soir de notre conférence, mais c'est aussi le sujet d'une des 6 séquences de notre magazine que vous pourrez retrouver à la fin de la table ronde, là où il y a le kakémono des Baudins, voilà, la Renaissance lochoise. C'est un autre sujet, mais on a le magazine et vous pourrez l'acquérir si vous voulez. Et dans ce magazine, on parle des mystères qui concernent un certain nombre de châteaux, une demi-douzaine d'entre eux,
notamment la cité royale de Loches avec Louis XI, mais on parle aussi de cette autre légende de Noir, celle de Catherine de Médicis, à Chenonceau, à Chaumont-sur-Loire et aussi à Blois. On parle de Chambord, Léonard de Vinci. Voilà. Est-ce qu'il a fait ou pas quelque chose dans ce château? Voilà, c'est une des questions aussi que l'on pose. On parle de Cheverny et de Tintin. Pourquoi finalement le château de Moulinsart a été inspiré par Cheverny? L'a-t-il d'ailleurs vraiment été? On parle aussi de Abdelkader, l'émir Abdelkader à Amboise, au château d'Amboise, puisque c'est un des personnages qui a vécu visiblement le plus longtemps au château d'Amboise. Voilà, on parle aussi de Talleyrand à Valençay, au château de Valençay. Voilà, qu'est-ce qu'il a apporté finalement au château et à cette ville? Voilà, tout un nombre de sujets qui ont trait à l'histoire et qui donnent un petit peu quelques éclairages sur certains mystères qui restent encore aujourd'hui. Et donc ce soir, avec Jean-François Tulle de la Cité Royale et Pascal Dubrisé, auteur de un peu plus d'une vingtaine d'ouvrages. Mais oui, déjà. C'est déjà, Et voilà. là, pour les lecteurs. Notamment d'un Charles VII, Oui. dans lequel vous parlez aussi donc de Louis XI. Un petit peu. Mais Louis XI, je suis en train de l'apprendre. Bon, ben, il serait temps. Alors, on va commencer peut-être par là, Pascal, si vous voulez bien. On parle de Charles VII et de Louis XI en disant que Louis XI n'aimait pas beaucoup son père, Charles VII, voire même qu'il le haïssait. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Est-ce que vraiment Louis XI n'aimait pas son père et pourquoi? Et est-ce que ça a un lien, par exemple, avec son enfance qui a eu lieu en partie à Loches? Oui, alors tout d'abord, merci d'être si nombreux pour écouter ce que nous avons à vous dire ce soir. Peut-être de grandes révélations. En tout cas, pour ma part, je vais représenter les listes de France, pendant que le duché de Lorraine sera représenté de l'autre côté. Donc nous n'aurons sans doute pas toujours les mêmes points de vue, n'est-ce pas? Mais donc pour en revenir à votre question, c'est vrai que les rapports entre Charles VII et son fils n'ont pas été des relations simples et tendres. Je pense que Charles VII vivait... Alors je ne veux pas excuser le père, qui n'a pas été, à vrai dire, un vrai père. Il cherchait avant tout à être roi. Et ça, c'était à une période des plus délicates pour la France. Elle en a connu beaucoup. Mais la période de la guerre de Cent Ans et puis ce 15e siècle où nos amis anglais, qui ne l'étaient pas à l'époque, nous faisaient l'amitié d'être trop souvent dans le royaume de France. Et donc ça a obligé le roi à une quête perpétuelle de son véritable royaume. Et donc c'était compliqué pour lui. Il faut toujours se souvenir qu'on garde de lui, là aussi, le surnom du petit roi de Bourges. Parce que finalement, bon, roi de France, oui, mais enfin bon, à part Bourges, Chinon et Loches, il n'y avait pas grand-chose. Et donc, s'il voulait reconquérir ce royaume, eh bien, il avait vraiment autre chose à faire que de s'occuper de sa famille, de sa femme et de ses enfants. Et donc, en effet, c'est un roi qui a épousé Marie d'Anjou. Bon, ils ont eu 14 enfants, donc il avait un peu de temps pour lui quand même, ce qui prouve qu'il ne passait pas son temps à guerroyer. Mais hormis cela, les enfants, comme à cette époque-là, étaient mis entre les mains de nourrices, puis de précepteurs, et on ne s'occupait pas vraiment des enfants. Donc ça a été assez compliqué dès le départ, puisque Louis XI, comme vous le savez tous, est né à Bourges. Et 2 ans après, parce que ce pays était complètement envahi et que les problèmes s'accumulaient, eh bien, Charles VII a décidé d'envoyer son fils, et ça c'est pour notre plus grand bien à nous, il a décidé d'envoyer le futur Louis XI à Loches. Et de ce fait, le petit Louis, eh bien, c'est le roi de France qui est le plus tourangeau de tous les rois que nous aurons eus. C'est vraiment Il a passé 9 années, si ma mémoire est bonne, monsieur. 7 ans. Il commence à me contredire, vous voyez. 7 ans. C'est pour ça que j'ai... Peut-être. Donc, 7 années passées à Loches, où là, on va le mettre entre les mains de précepteurs et de toute une équipe de gens qui vont être chargés de l'éduquer et de lui donner une très bonne éducation, car il faut savoir que Louis XI va recevoir vraiment une éducation complète et qu'il sera un enfant plutôt brillant. Et donc, de ce fait, eh ben, le père, il est absent. Et ce n'est que lorsqu'il va quitter... Alors, bien sûr, ils se rencontreront de temps à autre, notamment quand Jeanne d'Arc va venir voir Charles pour sa seconde rencontre ici à Loches. Eh bien, on peut imaginer aisément que le petit Louis, qui avait 6 ans à l'époque, c'est ça ?
Bon, c'est bon. 6 ans. Eh bien, le petit Louis, il a dû rencontrer Jeanne, on a dû lui présenter, il a dû la voir, l'entrevoir. Mais donc, les rapports entre père et fils étaient très distendus. Et puis, par la suite, eh bien, je crois qu'en grandissant, Louis va très vite se rendre compte que lui, il était très attaché à sa mère. Vraiment, il aimait beaucoup sa mère. Et puis, il va très vite se rendre compte que ce n'est pas la même chose du côté de son père. C'est un mariage arrangé. Charles adore batifoler. Il cultive le goût des maîtresses jusqu'à ce qu'il se calme avec notre chère Agnès Sorel. Et les liens entre Charles et Agnès Sorel vont devenir de plus en plus difficiles, puisqu'un jour, il va même jusqu'à la gifler, ce qui va entraîner le roi à immédiatement envoyer son fils en Dauphiné, avec interdiction de reparaître à la cour. Donc tout ça, ce sont des années passées où soit Louis n'a pas vraiment beaucoup rencontré son père, soit il s'est trouvé en conflit avec lui. Et ça a été, je crois, la grande tragédie de cette famille. Un père, oui, absent, trop absent, et puis un fils qui était assez rebelle et qui avait déjà une autre conception de ce que pouvait être le pouvoir. Donc ça a toujours été très difficile. Alors, on va en parler de la conception du pouvoir de Louis XI par rapport notamment à Charles VII. Mais Jean-François Tulle, Pascal Dubrizet parlait de l'enfance de Louis XI ici, pendant 7 ans, quand il a vécu. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Parce que c'était notamment un des éléments que vous avez évoqué l'an dernier lors du parcours consacré à Louis XI ici à Loches à l'occasion des 600 ans de sa naissance. Qu'est-ce qu'on peut en dire sur l'enfance de Louis XI à Loches? Alors effectivement, c'est un moment important de son éducation, de sa prime jeunesse. Les sources sont assez lacunaires, donc on ne peut pas aller très très loin non plus dans la reconstitution de cette jeunesse à Loches. Ce qu'on peut dire néanmoins, c'est effectivement, parce que vous avez très bien dit, c'est que contrairement à l'image qu'on peut se faire aujourd'hui de ce qu'était une famille royale, en réalité, à aucun moment avant finalement la toute fin de l'Ancien Régime, le roi et la reine ne conservent à leur côté leurs enfants. Donc là, il n'y a aucune anomalie, si j'ose dire, par rapport à ce qui se pratique dans la cour de France et dans les cours européennes par ailleurs. Donc effectivement, Pascal Dubrizet l'a très bien dit, Bourges est un lieu à la fois une capitale provisoire et un lieu de tension terrible. Charles VII est soumis à des conseillers qui sont sur des stratégies personnelles de pouvoir. Et il a conscience que s'il n'exfiltre pas son fils, il va être pris sous la coupe d'un de ses conseillers véreux, parce qu'il faut le dire, on a quand même affaire à des gens qui sont complètement sur des logiques vraiment de dissolution et d'accaparement de pouvoir. Donc effectivement, il met à l'abri son fils à Loches, et il met à l'abri son fils, et là encore, Pascal Dubrizet, donc on est d'accord jusqu'à présent. Ça n'a pas duré. Voilà. A effectivement pris un soin particulier pour lui adjoindre des précepteurs de très grande qualité, Jean Majoris, formé par un des très grands maîtres de l'université de la Sorbonne, Gerson, qui a été vraiment une des grandes intelligences de la fin du XIVe, début XVe siècle. Donc il y a effectivement une éducation très soignée. Donc c'est un élève qui est studieux, qui est, et je le dis, même si vous allez comprendre pourquoi est-ce que je suis un peu en porte-à-faux avec le sujet de ce soir, mais objectivement, c'est une intelligence brillante. C'est un garçon qui a plein de facultés, qui parle plusieurs langues, qui comprend tout de suite, qui a une agilité intellectuelle remarquable. Et on voit tout de suite qu'il a un potentiel qui est considérable. Et donc, effectivement, il y a un attachement particulier à son éducation, aussi bien d'ailleurs intellectuel que militaire. Hein. Ça vient progressivement, mais ça va ensemble. Et ce qu'on peut dire simplement, alors moi, j'ai du mal aussi parfois à prendre un peu de recul par rapport aux sources, mais ce qu'on peut penser, enfin objectivement, parce que ça c'est un élément important du personnage, c'est sa psychologie. Pourquoi est-ce que Louis XI aujourd'hui est encore perçu comme un personnage ténébreux, sombre, méfiant? Alors il y a une part de vérité, et moi il me semble que la jeunesse qu'il vit ici à Loches n'est pas spécialement riante. Il est globalement très seul. Il y a sa marraine, brillante femme Catherine de l'île Bouchard-Tourangelle, qui est là pour le soutenir. On dit, je dis bien on dit, parce que là on est vraiment plutôt dans la légende, qu'il aurait pris en amitié certains jeunes membres, j'allais dire, de la roture lochoise. Donc tout ça n'est pas du tout sourcé, donc c'est un peu l'image qu'on s'en fait. Mais en tout cas, on peut considérer quand même que c'est un garçon qui est très seul, qui comprend tout de suite qu'il faut qu'il se débrouille par ses propres moyens et qui, d'emblée, s'adapte à la situation.
Et moi, ce qui me frappe le plus dans le parcours de Léon, c'est que c'est quelqu'un qui est parfaitement, qui en permanence se réajuste. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un roi dogmatique, mais au contraire, il a une approche qui est pragmatique. Et je crois que sa jeunesse est là pour expliquer ça. C'est-à-dire que le contexte est, parce que vous l'avez dit, très, très bouleversé. Géopolitiquement, là, il ne faut pas grand-chose pour que le royaume de France bascule. Il n'y a pas beaucoup d'argent dans la cour. Donc Louis XI, alors, sans projeter non plus, mais le dauphin n'est pas non plus somptuairement habillé. Donc tous ces goûts de simplicité, toute cette capacité aussi de retenue, d'observation, je pense qu'il l'acquiert à ce moment-là. Donc je pense que c'est vraiment un moment important. Et alors, pour prolonger, je ne vais pas trop monopoliser la parole, mais c'est vrai que ce qui est frappant quand même, c'est qu'il ne vient plus à Loches à partir du moment où donc, il quitte Loches quel âge, probablement vers 7-8 ans, 9 ans, enfin bref, on n'a pas de date très, très fixe, mais en tout cas probablement avant 10 ans. Et ce qu'on sait, c'est qu'il ne revient plus à Loches en réalité. Donc c'est quand même significatif aussi de. C'est pas forcément un grand souvenir pour lui alors. Voilà, en tout cas, il a pas autant il va vivre à Tours, hein, qui est vraiment son point de, j'allais dire, sa tour de contrôle du royaume, mais il ne vient pas à Loches. Et puis j'en terminerai avec ça, puis après on échangera évidemment. Ce qui est quand même frappant, c'est qu'il transforme le lieu de plaisir de son père, le logis. Il n'y vient plus et il transforme ce lieu, le donjon, en prison d'État. Donc symboliquement, je trouve que ça dit quelque chose quand même, de la façon dont il renverse cet héritage-là. Et d'un mot, parce que je pense que c'est important de le dire maintenant, l'hostilité évidente entre le père et le fils, je crois qu'il y a une explication qui est aussi liée au contexte, j'allais dire, de succession de l'époque. C'est-à-dire que, rappelez-vous, Charles VII succède à Charles VI à 19 ans. Louis XI, il faut qu'il attende quasiment le seuil de la quarantaine. Et donc, il trouve que c'est trop long. Il trouve il considère il a peur du temps qui passe, il a peur de la mort. Rappelez-vous que tous les Valois dont il fait partie n'ont pas franchi le seuil des 60 ans. C'est vraiment, il y a un seuil symbolique et il considère que son père est là aux manettes du royaume depuis trop longtemps. Et il est pressé. Il est pressé, et donc la stratégie qu'il adopte, c'est une stratégie d'abord de défiance, après même qui consiste à faire chuter son père, hein, à travers la favorite Agnès Sorel, à travers son principal conseiller Pierre de Brézé. Donc il y a vraiment une stratégie quand même assez, enfin de sape, hein, disons-le clairement. Et j'en terminerai d'un mot. Il y a quand même 2 épisodes majeurs quand même. Il y a la grande révolte nobiliaire de la Praguerie en 1440, où là il y a comment dirais-je, une sorte de levée de bouclier de l'ensemble de la haute noblesse, Alençon, les Bourbons, Orléans, qui se révoltent contre l'autorité du souverain. Et en sous-main, le dauphin leur prête leur concours, et là aussi pour dire je vous soutiens, sans le dire de manière très, très claire, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a des stratégies quand même de renversement, et on va même jusqu'à, et là c'est l'autre épisode, tenter de faire chuter le principal conseiller de Charles VII, donc Pierre de Brézé, dont j'ai parlé, qui est, voilà, alors on essaie de le corrompre, ça ne marche pas, on essaie de l'assassiner, ça ne marche pas non plus. Et puis finalement, il y a la grande altercation avec la favorite, hein, avec Agnès Sorel, qui débouche sur l'exil de Louis XI et qui, pendant 15 ans, après, ne verra plus son père. C'est-à-dire qu'il y a une cassure, et on voit bien que voilà, il y a une hostilité, mais je ne veux pas déflorer tout le sujet, mais c'est vrai que c'est un paramètre important, mais on voit aussi, j'en termine avec ça, l'intelligence du roi, enfin du roi, qui oublie ce qu'il a fait comme dauphin. C'est-à-dire que ces actes en tant que dauphin ne sont plus sont vraiment passés par pertes et profits, et une fois qu'il est roi, il fait en fait, il solde ces comportements-là parce qu'il sait que sa fonction n'est plus la même. Alors quand même, de ce que vous en dites quand il était dauphin, le côté peut-être fourbe qui est parfois décrit et ressort quand même un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Pascal Dubrézé? On décrit souvent quand même ce personnage-là comme rusé jusqu'à en être fourbe, être à la fois secret, machiavélique, un petit peu et cruel avec ses ennemis. C'est sans doute vrai, mais il faut toujours avoir à l'esprit que cette image que nous connaissons d'un Louis XI qui est noir, c'est une image qui a été inventée de toutes pièces au XIXe siècle, à l'époque du romantisme, où on a Walter Scott qui écrit Quentin Durward, où on a Victor Hugo qui écrit Les Misérables, où on
On a Balzac, le maître Cornelius, on a Alexandre Dumas avec Charles le Téméraire, jusqu'à Jules Michelet, qui est pourtant un historien digne de ce nom, un des grands pontes de son époque. Ce sont ces gens-là qui vont créer cette image complètement noire d'un roi qui est cruel, qui est fourbe. Mais c'est vraiment une image toute récente. Mais pourquoi font-ils cela au 19e? Pourquoi décrivent-ils? Parce que c'est dans l'esprit. Alors là, il faudrait leur demander. Là, je ne sais pas. Mais toujours est-il, non, mais c'est dans l'esprit de l'époque. On réinvente un Moyen-Âge. Et puis je crois que et puis en plus, ce sont des romanciers. Ce ne sont pas Michelet, mais en tout cas, ce sont des romanciers. Donc ils écrivent des histoires. Et je crois que quand on écrit un bon roman, il faut un peu de sang, il faut un peu de méchanceté, un peu d'amour, un peu de cruauté. Donc Louis XI va être leur tête de turc et il va conserver aujourd'hui cette image. Alors, cruel, bien sûr qu'il a dû être cruel, mais remettons-nous en situation au XVe siècle, il n'y a pas un seul chef d'État qui n'est pas cruel. Ou vous l'êtes, ou vous n'existez pas. Ce n'est pas possible. Ce sont des luttes permanentes pour continuer à agrandir les royaumes, les duchés, les empires et autres. Donc il n'est pas question à un seul moment de s'attendrir. Non, on se fait doubler et puis c'est terminé. Donc cruel, oui. Fourbe, je ne sais pas. Comme le disait avec beaucoup de justesse Jean-François, il était extrêmement intelligent. Et il a tout de suite compris que sa manière de gouverner, de rester et de reconstituer cette idée permanente qu'il a de vouloir faire l'unité nationale, gagner toujours plus de provinces pour constituer la France telle qu'il la rêve, telle qu'elle va exister à la fin de sa vie, eh bien, son arme principale, c'est la diplomatie. Alors, pour être diplomate, sans doute faut-il être un peu fourbe, ça, c'est pas impossible, mais je pense que c'est plutôt une façon de gérer les problèmes, de les régler, et d'autant plus que, comme le disait aussi Jean-François, à la moindre occasion, vous étiez trahi. À la moindre occasion, ça y est, on changeait de camp. Et puis quand on parle de la cruauté de Louis XI, ça n'est rien, pardonnez-moi cher ami, par rapport à celle de Charles le Téméraire. Vous savez. On n'est pas d'accord. Mais Dieu sait pourtant qu'il faisait, à chaque combat, il faisait tuer tout ce qui était encore vivant. C'était un déchaînement de haine, de violence, de brutalité. Les morts se comptaient par milliers, hein, on ramassait sur le terrain. Donc il n'y a pas que Louis XI qui était comme ça. Et je pense vraiment que chaque chef d'État ou chaque duc de ceci ou de cela était obligé d'en passer par là. Là, il n'y avait pas de place pour la faiblesse. Mais alors, ce qui reste un symbole ici à Loches, par exemple, de Louis XI, c'est cette cage reconstituée. Enfin, c'est ça, hein, reconstituée donc dans les années 90. 15. C'était vous qui l'avez. Oui. 95. Et où, voilà, on a quand même l'impression que c'est quand même des méthodes, même pour son pire ennemi, qui, alors peut-être à l'époque était très courante, mais voilà, il y a quand même cette image encore aujourd'hui, c'est pas 19e, ça date des années 90, d'un roi qui emprisonne dans des conditions un peu très difficiles, on va dire. Et qu'en est-il, cette cage? Est-ce que c'est une fidèle restitution de ce qui a existé, ce qu'on appelait d'ailleurs de manière pas très juste les fillettes? Mais est-ce que c'est une mauvaise reconstitution? Est-ce que c'est bien réel? Est-ce que c'est réaliste? Alors, je vais vous répondre. Alors, permettez-moi d'abord de m'inscrire en faux contre ce que vient de dire Pascal Dubrizet. Donc, c'est là où ça devient vraiment le duel. Voilà. Pascal Dubrizet dit, et il a des raisons de le dire, que la légende noire, entre guillemets, de Louis XI viendrait du 19e. En réalité, elle est là, présente, dès le XVe siècle. C'est-à-dire que dès son vivant, et dès après sa mort, il y a une contestation importante du personnage, avec notamment des chroniqueurs, et le premier d'entre eux, c'est Thomas Bazin, évêque de Lisieux, qui a été un conseiller de Charles VII, qui a été éconduit par Louis XI, et qui se venge, et qui va notamment produire une histoire de Charles VII et de son fils, Louis XI, et dans laquelle il y a en exergue, donc ça arrive vraiment à toute fin de son propos. Je vais vous citer ce qu'il dit, parce que ça dit beaucoup de la façon dont le personnage est cerné. Voilà ce que dit Thomas Bazin, en parlant de Louis XI. « Le fourbe insigne connu d'ici jusqu'aux enfers, abominable tyran d'un peuple admirable. »
Voilà comme il qualifie Louis XI. Donc là, on est vraiment du vivant du roi, hein, parce qu'il termine quasiment à la mort de Louis XI, son ouvrage. Et ce qu'on peut dire objectivement, c'est qu'il y a des griefs qui sont, j'allais dire, recevables. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs griefs qu'on voit véhiculés dès cette époque-là, donc dès le XVe siècle. C'est le roi Louis XI, donc mauvais fils, on en a parlé un peu, qui s'est mal comporté vis-à-vis de son père. On a le roi vengeur, et là je vais citer l'autre chroniqueur concurrent de Bazin, qui est Philippe de Comines, qui est lui, alors je vais comme Pascal disait, a été un peu, comment dirais-je, s'est attaqué à Charles le Hardi. Je vous dirai pourquoi j'appelle le Hardi et pas le téméraire. Je vais lui apporter une réplique en lui disant que, pour moi, Philippe de Comines est une sorte de traître en réalité, parce qu'il était bourguignon et il est passé au service du roi de France. Voilà ce que donc voilà ce que dit quand même Comines. Alors c'est sur la question du roi vengeur inconnu, et Comines dit ceci alors qu'il est le chroniqueur officiel du roi. Voilà. Il dit qu'au moment où Louis XI arrive au trône, donc on est en 1461, comme il se trouve grand et roi couronné, d'entrée ne pensa qu'aux vengeances. Et de fait, et ça marque tous les chroniqueurs, il y a vraiment une épuration dans l'administration, au Parlement de Paris, à la Cour des comptes, y compris au niveau des sénéchaux et des baillis, donc les premiers officiers royaux sur le terrain, il y a une épuration. C'est-à-dire que tous ceux qui ont travaillé pour Charles VII sont liquidés, remerciés, y compris d'ailleurs Étienne Chevalier, exécuteur testamentaire d'Agnès Sorel, qui était trésorier de France. Donc il y a vraiment une épuration complète du personnel à ce moment-là. Ce qui peut se comprendre, on imagine, puisque quelques années avant, il y a eu quand même... À ceci près, quand même, qu'on a des personnes qui sont des techniciens de premier rang, enfin Pierre de Brézé, Étienne Chevalier, qui d'ailleurs vont être rappelés, parce que c'est là où je dis que le dauphin, enfin le roi, c'est un peu corrigé par rapport au dauphin, parce qu'il se rend compte qu'il a commis une erreur en réalité. Mais il y a une purge qui d'ailleurs marque les chroniqueurs, qui le notent d'ailleurs. Ensuite, il y a un autre thème qui revient constamment, c'est le roi tyran. Le roi tyran, parce que, non pas tant dans sa façon de gouverner, parce qu'en réalité, il gouverne avec son conseil, il suit scrupuleusement les dossiers, il y a une correspondance qui est innombrable. En fait, c'est un roi qui écrit beaucoup, qui fait écrire beaucoup par ses notaires. Mais en tout cas, il laisse travailler ses officiers. Par contre, c'est un tyran, pourquoi ? Parce que sur le plan fiscal, l'armée permanente qui avait été instaurée par son père est maintenue. Il y a un développement de l'artillerie ici à Loges. D'ailleurs, le donjon a été rééquipé intégralement en artillerie. La Barbacane aujourd'hui, c'est une installation de l'époque de Louis XI. Donc il y a vraiment une remise en armes de l'ensemble du royaume qui devient une forteresse inexpugnable. D'ailleurs, plus personne ne vient chatouiller le roi de France à l'époque de Louis XI. Les frontières sont bien gardées. Mais par contre, la conséquence, c'est que le budget explose. Et surtout, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on dit du roi ? C'est qu'il doit vivre du sien, de son domaine. Or, les impôts directs explosent. On est quasiment... Alors, quand on fait le ratio, les impôts, enfin, le domaine royal rapporte à peine 7% du coût global de la monarchie. Donc, il y a vraiment... Voilà. Et donc, le sentiment, c'est que notamment les échevins dans les villes considèrent qu'ils sont vraiment saignés. Les États provinciaux aussi. Et puis ensuite, il y a quand même une suspicion de vouloir aussi, et c'est vrai, asservir en quelque sorte les pouvoirs locaux. Et là, on rejoint, parce que l'a souligné un peu, le roi Louis XI, et ça c'est un grand débat, c'est le roi unificateur, le roi qui crée la nation, le roi qui fédère, sauf qu'il fédère, mais malgré eux, les pouvoirs. Ensuite, ça c'est le dernier point, et après je vous répondrai sur la question des cages. C'est un roi qui est singulier. Et pourquoi on dit d'ailleurs, ça apparaît souvent dans les chroniques, on dit que c'est un roi qui est hors de page. Parce que son comportement n'est pas celui d'un roi. Il parle beaucoup, il fait beaucoup de blagues, il est très cynique. Il a vraiment un comportement qui n'est pas sur la retenue. Il se vêt de manière très simple. On considère qu'il n'a pas une mise royale. Donc tout ça fait que c'est un roi singulier. Et d'ailleurs, les ambassadeurs s'interrogent, mais qui est ce personnage qui nous prend à partie, qui nous met en boîte, si j'ose dire, pour en parler en langage d'aujourd'hui.
Donc, il déstabilise. Voilà. Et donc, on dit qu'il est hors la page, c'est-à-dire qu'il n'a pas un comportement de roi. Et d'ailleurs, il choisit lui-même, par exemple, son lieu de sépulture, ce qui est totalement inouï. Il ne s'inscrit pas dans la tradition des inhumations à l'abbaye royale de Saint-Denis. Il décide de se faire créer un lieu d'inhumation personnel à l'abbaye qui est devenue royale par le coup de Notre-Dame de Cléry. Et il se fait faire son monument funéraire à lui. Donc, ce qui est totalement... Enfin, il sort de la tradition en réalité. Et d'ailleurs, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure là, sur la question de l'unification du royaume, on dit qu'en réalité, le roi piétine les traditions et piétine l'idée d'une monarchie tempérée. C'est-à-dire qu'il laisse les contre-pouvoirs fonctionner. Et d'ailleurs, et j'en terminerai par là, et après je vous parle des cages, il avait quand même un projet qui était quand même très en avance, d'unification, non seulement des coutumes judiciaires, donc ça jusque-là c'est assez dans l'ordre des choses, mais par contre, il avait déjà songé à l'unification des poids et mesures qui intervient qu'à la Révolution, et aussi, encore plus extraordinaire, l'unification de la monnaie, alors que le Royaume de France, c'est des monnaies foisonnantes avec des valeurs d'échange différentes. Donc voilà, donc, en quelque sorte un précurseur si on se positionne du point de vue de l'unité nationale, et un destructeur de liberté locale si on se positionne d'un point de vue régionaliste, hein, clairement. Et enfin, sur la question des cages. Alors pour moi, très clairement, pour moi, c'est un non-sujet. Je dis ça parce qu'on en a fait évidemment un roman. Hein, ça date du 19e. C'est une image noire. Sauf que, alors c'est faux. Là, c'est faux. Qu'est-ce qui est faux ? Qu'est-ce qui est faux ? C'est que les cages, c'est techniquement, c'est comment dirais-je ? C'est un lieu de rétention de haute sûreté en mode nocturne pour éviter les évasions, parce que c'est la nuit qu'on s'évade le plus. Donc c'est une cage qui sert de lieu de rétention nocturne. Ça, c'est le premier point. Donc un usage très exceptionnel, finalement. Et surtout, contrairement à l'image fausse qui consiste à dire que le roi enferme un détenu parce que c'est une peine de prison ad vitam aeternam, en réalité, la peine de prison au Moyen-Âge est l'exception. Parmi les peines, il y a le bannissement, il y a la bastonnade, l'exécution parfois. Mais je veux dire, l'emprisonnement, c'est... en attente de jugement, c'est ça ? Voilà, absolument. Ouais. C'est préventif, mais c'est pas du tout une exécution de peine. Voilà. Et enfin, Louis XI fait enfermer des détenus dans les cages. Ça arrive. Il y a le cas de Balu ou avec Daroco, voilà. Mais c'est pour une raison simple, c'est qu'en réalité, ces personnes qui sont des prisonniers politiques qui sont ni jugés ni jugeables, parce que par exemple les évêques, c'est la justice ecclésiastique, donc en fait c'est une espèce de situation transitoire, mais en aucun cas il y a une espèce d'obsession, d'incarcération, de volonté de détruire psychologiquement les détenus. Et d'ailleurs, et j'en terminerai par là, on observe, et ça c'est la grande médiéviste Claude Bovard qui l'a mis à jour, c'est qu'il y a quantité de lettres de rémission. C'est-à-dire que le roi enferme peut-être, mais il libère beaucoup aussi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment plusieurs lettres de rémission de sa main où le roi libère des détenus. Donc cette image d'un roi qui enferme tout le monde et qui se délecte de prisonniers en train de se morfondre, voire d'agoniser dans les cages, là on est en plein dans l'image 19e, donc là je vous rejoins là-dessus. Mais alors, et j'en terminerai pour rester sur la logique du duel, c'est que Pascal Brisset dit, oui effectivement il cite Quentin Durward, mais en réalité, quand on lit Quentin Durward, en réalité, alors nonobstant l'épisode des cages, pareil, Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, on fait abstraction de ça, mais Louis XI apparaît pour un roi moderne, un roi qui unifie ses peuples, un roi qui sort du Moyen-Âge. Donc effectivement, après, il y a deux façons de le lire, mais en réalité, pour moi, alors on est dans le pittoresque ou romantique du 19e, évidemment, mais en réalité, pour moi, l'image du roi, elle est détestable de son vivant, y compris peu après sa mort, et la réhabilitation, elle se fait après, en réalité. C'est vraiment... Et le 19e, pour moi, et là, on n'est vraiment probablement pas d'accord, c'est pour moi, le 19e, c'est précisément l'inverse. C'est que c'est une réhabilitation, c'est de l'exaltation du souverain moderne avant l'heure, c'est celui qui unifie la nation, c'est celui... Michelet, alors pareil, Michelet, en réalité, il dit quelque chose, il dit mieux, il dit, Louis XI, il annonce la Révolution française. Parce que c'est le roi qui détruit... Alors, parce qu'il y a une obsession chez les Jacobins, c'est les féodalités. Donc ça à la bouche. Hein, et le fédéralisme et les féodalités, c'est une espèce de psychose là-dessus. Et donc là, les féodalités. En permanence, on parle de féodalité, bon, ce qui est aussi une projection complètement délirante du Moyen-Âge. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'on a... Et tous les auteurs du 19e disent ça, en réalité. Ils disent Louis XI a mis un terme
à cette espèce de juxtaposition des pouvoirs qui empêchait l'émergence d'une nation unie. Et le 19e, vraiment, lui dresse un portrait extrêmement élogieux, et notamment, alors, le grand historien du 19e, c'est Ernest Lavis, hein, que Pierre Nora a qualifié d'institution nationale, et qui dit que lui, c'est un roi absolument exceptionnel qui a apporté cette espèce de regain de vitalité à la France. Et d'ailleurs, il le place souvent à côté de Louis XIV, en réalité. Il y a vraiment une volonté s'il faut identifier ces souverains unificateurs, Louis XI a sa place au même niveau que Louis XIV, en tout cas sous la plume de ces auteurs-là. Alors, réhabilitation de Louis XI, pour vous, Pascal Dubriset, j'ai l'impression qu'elle vient un peu après dans l'histoire de l'historiographie, la réhabilitation de Louis XI. Je voudrais revenir juste sur le côté purge. J'aime beaucoup ce terme, mais il faut savoir que lorsque Louis XI arrive au pouvoir, c'est donc dans une période plus que difficile. Il a été séparé de son père et de tous les gens qui étaient proches de Charles VII pendant des années. Et quand il arrive au pouvoir, je trouve ça tout à fait logique, il a envie de travailler avec ses propres équipes et pas les équipes de papa. Et donc, c'est assez normal qu'il ait bouleversé un peu la donne et qu'il ait choisi ses propres hommes, d'autant plus que c'était d'autant plus difficile à faire pour lui qu'il n'avait aucune confiance dans la haute aristocratie, qui se vendait comme c'était pas possible aux plus offrants, donc il s'en méfiait depuis toujours. C'est la raison pour laquelle il va choisir des gens simples, des gens du peuple qu'il a rencontrés, en qui il a une totale confiance. Mais donc il va... Quand on parle de purge, non, je n'appelle pas ça une purge. Chaque président de la République aujourd'hui, il travaille avec son équipe, pas avec les équipes des prédécesseurs. C'est ce qu'il a fait. Et puis, quant aux impôts, c'est vrai que la charge des impôts a terriblement augmenté, mais il est arrivé dans un pays complètement exsangue. C'est vrai que Charles VII avait réussi à chasser les derniers Anglais du royaume. Tout ça, c'était en train de se mettre un peu en place. Mais ce pays n'avait plus d'argent. C'était très difficile. Et Louis XI, le premier, en était conscient, comme vous le disiez tout à l'heure. Il s'habillait modestement, il ne cherchait pas du tout à parader, à vivre au-delà des moyens, de ses propres moyens. Il faisait attention d'ailleurs justement à ses dépenses personnelles. Et c'est vrai qu'il a fallu augmenter les impôts, mais ce n'était pas de gaieté de cœur. Il fallait le faire pour arriver à redresser un pays qui vraiment en avait besoin. Peut-être, si vous me permettez, Oui. J'ai omis d'indiquer une des raisons aussi de cette espèce de, comment dirais-je, de démultiplication de la fiscalité royale, c'est qu'il y a aussi chez Louis XI une volonté de créer des fidélités. Et notamment, il fait des dons, il octroie beaucoup de pensions. Et on voit bien que, alors c'est pas la seule raison, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles les finances royales explosent, c'est qu'on a aussi chez lui la volonté de ne pas résoudre les problèmes uniquement par la confrontation militaire, mais aussi par ce biais-là, et notamment tous les membres de la haute noblesse qui avaient créé une ligue du bien public contre lui sont achetés, entre guillemets, petit à petit. Donc il y a une stratégie aussi qui consiste à créer des fidélités avec une forme de clientélisme. Acheter la paix, quoi. Il achète. Voilà. Et donc, d'où le fait que les finances aussi sont obérées par ce genre de pratiques. Mais en tout cas, et puis on est aussi, il faut le dire, on est en plein développement de l'État royal. C'est-à-dire que l'État royal qui a été reconstruit progressivement par Charles VII avec les moyens du bord, reprend forme. Et qui dit État royal dit forcément administration. On en a parlé des officiers royaux. Et donc, il y a aussi une structuration encore plus forte de l'administration royale qui implique des recrutements, qui implique un certain nombre de nouveaux offices. Et donc, on explique aussi les impôts par ce biais-là. Oui, et comme vous le disiez tout à l'heure avec justesse, il va créer une armée permanente. Ça va coûter très très cher, mais il est tout à fait conscient que c'est à ce prix-là seulement qu'il arrivera au terme qu'il s'est fixé, à savoir arriver à être roi chez lui et ne plus être embêté par ses voisins les plus proches comme certains plus éloignés. Et donc la constitution de cette armée permanente, qui est une nouveauté dans le pays, ça va devenir en effet très très coûteux. Mais tout son règne, Louis ne va pas cesser de dépenser parce qu'en effet, il achète. Il achète les gens, les fidélités. C'est peut-être encore aujourd'hui comme ça d'ailleurs. Mais ça l'est sûrement d'ailleurs. Mais donc il achetait déjà, voilà, c'est les gens qui allaient se ranger de son côté. Alors quand même, on parle de cette légende noire là, depuis tout à l'heure. Elle subsiste encore un peu, alors que visiblement,
Alors, Jean-François, vous dites que ça, dès le 19e, on a un regard d'historien qui est différent. Vous, si j'ai bien compris, on le date d'un peu plus tard. Qu'est-ce que dit l'historiographie au 20e sur Louis XI et qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui? Qu'est-ce que l'historiographie nous dit aujourd'hui? Ça s'arrange, en tout cas, à son niveau. Mais non, ce que je voulais dire, c'est que Bazin, je l'avais noté, mais vous m'avez coupé l'herbe sous le pied, mais c'est vrai que déjà, à son époque, il était critiqué. Mais c'est normal. Regardez ce qu'est notre chef d'État aujourd'hui. Il est critiqué tous les jours. Louis XI, et il avait également un certain nombre de gens déçus qui ne manquaient pas de le critiquer, et ceux qui savaient écrire comme Bazin, eh bien, en effet, il s'est fait plaisir, ce qui est tout à fait justifié. Alors non, ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, au XXe siècle, quelque part, on réhabilite ce roi. Et là aussi, on ne sera pas complètement d'accord, mais l'un des meilleurs exemples contemporains de livres qui a été écrit sur Louis XI, c'est Paul Murray Kendall, un Américain, qui écrit un livre excellent. J'ai appris ce soir qu'il comportait des erreurs. Et ce qui n'est pas impossible. Mais en tout cas, ça nous donne une lecture nouvelle d'un roi qui, je ne cesse de le répéter, mais il vivait dans des conditions excessivement difficiles. Ce n'est pas la vie tranquille qu'on vit aujourd'hui, même si c'est quelque part compliqué de nos jours. Et donc, on a eu pendant très très longtemps une lecture un peu obscure du règne de Louis XI, qui n'était pas méritée. Il faut plutôt regarder le bilan final. Il va réussir à construire cette France que nous connaissons aujourd'hui. C'est vrai que ça coûtera très cher, ça demandera beaucoup de rigueur, ça demandera de la part de Louis XI aucune tolérance, quelle qu'elle soit. Il n'aura pas beaucoup de sentiments pour les uns et les autres. Aujourd'hui, on commence à reconnaître qu'il n'était pas le roi totalitaire qu'on décriait un peu trop souvent, car il n'a pas cessé de se réunir avec ses conseils. Quand ses conseillers n'étaient pas d'accord avec lui, il savait se remettre en question, ce qui n'a été pas le cas d'un certain nombre de nos rois. Louis XI le faisait, revenait sur ses décisions, pensait qu'en effet, ben oui, il avait plus ou moins bien pensé les choses. Donc aujourd'hui, quand même, le XXe siècle lui rend davantage justice. Alors c'est vrai que pour lui, il n'avait pas de chance en plus. Dès sa naissance, c'était pas un beau garçon, hein. Alors le seul portrait qu'on ait de lui, oui, on voit un garçon avec des jambes toutes grêles, un petit peu voûté, une tête avec des yeux très enfoncés. Il avait perdu presque tous ses cheveux. Il avait un nez gigantesque. Alors tout ça, ça participe de l'image qu'on a cessé de véhiculer sur ce roi, en oubliant qu'il avait quand même été jeune. C'est sans doute parce qu'il a été dauphin un certain temps, mais le nombre de maîtresses qu'il a eu, parce qu'il pensait qu'à ça, très fidèle avec sa femme, mais enfin, il se faisait largement plaisir. On parle beaucoup d'Henri IV, mais Louis XI, de son côté, il a bien besogné, hein. Et donc, il y a eu toute cette image comme ça qu'on a faussée à travers le temps. Je continue à en être persuadé. Et aujourd'hui, je trouve que, oui, les choses vont mieux. On reconnaît de plus en plus, si ce n'est les qualités de ce roi, en tout cas son bilan. Et au final, à mon sens, c'est ce qui compte le plus. C'est le bilan d'un règne. Et ben, en la matière, parti d'où il était parti, ce qu'il a fait a été très, très profitable à la France. C'est un grand roi. Oui, c'est l'un des plus grands rois. D'ailleurs, je vais me fâcher tout de suite, si vous me permettez. Je vais revenir sur votre ami. Non, juste pour dire, je voulais le dire plus tard. Paul Murray Kendall, il eut l'audace de préférer la ruse à la force et il eut la grâce de mettre en pratique un sens de l'humour qui fit de lui un étranger dans son époque, ce que vous soulignez tout à l'heure, quoiqu'il ait transformé un grand royaume et laissé à la postérité une brillante leçon de politique, peut-être n'est-il pas plus important parce qu'il fit que parce qu'il fut une des personnalités les plus extraordinaires de tous les temps. Et bien ça, je le pense. Un petit commentaire sur Paul Murray Kendall, Jean-François Tulle, qui comporterait des erreurs, alors, cette référence. Première remarque, c'est très mauvais quand un historien tombe amoureux de ton sujet. Et c'est le cas de Murray Kendall. Pourquoi ? Oui. Merci. Pourquoi ? Parce que l'objectivité, qui est déjà fragile quand on traite un sujet, parce qu'on finit forcément par y adhérer un peu,
devient aveugle en réalité. Et là, c'est ce qui s'est passé. Mais est-il tombé amoureux à la fin de son écriture? Je pense qu'il y a travaillé 7 ans, manifestement. Oui, c'est peut-être au bout des 7 ans qu'il est tombé amoureux, vu le résultat. Ce que je pouvais dire de Murray Kendall, c'est que c'est incontestablement un succès d'édition. C'est 300 000 exemplaires diffusés en France. C'est colossal. Et donc, parce que vous avez raison en disant que c'est lui qui a apporté la pierre ultime à la réhabilitation de Louis XI, ça c'est incontestable. Mais pour moi, c'est la légende dorée. On est passé de la légende noire à la légende dorée. C'est-à-dire qu'on est passé d'un roi caricatural à une autre forme de caricature. Et la conclusion que vous donnez dit tout. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'emphase. C'est une apologie en fait de Louis XI. C'est pas du tout un travail d'historien. C'est une approche qui est documentée, qui est évidemment très, comment dirais-je, on sent que le sujet est maîtrisé, mais il évacue systématiquement tout ce qui va à l'encontre de sa thèse. C'est orienté. Et moi, je vais vous citer, parce qu'on ne va pas me dire que je suis jugé parti, je vais vous citer un très grand moderniste actuel, Didier Le Fur, qui a écrit à propos de cet ouvrage de Murray Kendall. Voilà ce qu'il dit. On peut reprocher à l'auteur d'avoir trop aimé son sujet, je l'évoquais tout à l'heure, et d'avoir minimisé le fait que ce prince avait été aussi, de son vivant, parfaitement détesté, et légitimement, parfois, par une bonne partie de ses sujets. Donc voilà, c'est-à-dire qu'en réalité, Murray Kendall, il fait abstraction de tout ce qui gêne sa démonstration, et il va dresser un portrait de Louis XI qui est, on aurait dit, hagiographique au Moyen-Âge, qui est plutôt une apologie aujourd'hui. Mais pour moi, si vous voulez, la balance va trop dans un sens. C'est-à-dire que entre le roi cruel qui se délecte de ses détenus dans des cages, qui est aussi grotesque, et le roi qui est une espèce de saint avant la lettre, je crois qu'il y a vraiment une nuance entre les deux. Et peut-être juste parce que ça me tient à cœur, et Pascal Brisé a été très dur avec Charles le Hardy, duc de Bourgogne. Ah non, c'est un homme fort, j'aime beaucoup là. Typiquement, pourquoi est-ce qu'on parle du téméraire? Le téméraire, c'est une appellation quand même qui n'est pas très glorieuse et qui a été accolée au nom de ce duc de Bourgogne par les historiens français au XIXe siècle, pour justement d'emblée le disqualifier. C'est-à-dire qu'on parle pas. En réalité, il ne s'est jamais appelé Charles le Téméraire. On parle du hardi, on parle du travaillant. Mais voilà. Et donc il y a une volonté aussi, parce que tout ça marche ensemble. C'est-à-dire que on peut pas d'un côté défendre l'héritage de Louis XI et de l'autre côté considérer que l'œuvre des ducs de Bourgogne et de Charles le Hardy ait été une œuvre, j'allais dire, profitable pour l'Europe. Moi, ma conviction, voyez-vous, c'est que je regrette en fait que ce projet lotharingien entre royaume et empire n'ait pas abouti. Il nous aurait peut-être exonéré des conflits meurtriers contemporains entre le bloc germanique et le bloc latin. C'est ma conviction, mais elle n'est peut-être pas totalement juste. Mais en tout cas, pour moi, l'État médian, l'État lotharingien, Pascal Brisé l'a dit en introduction, et j'en remercie, je suis lorrain, pour moi, c'était une façon d'intégrer le meilleur des héritages français et allemands sans être dans une logique de confrontation. Ça n'a pas fonctionné. Et donc, on en a payé les conséquences avec des affrontements sanglants jusqu'à il y a encore pratiquement un demi-siècle. Donc voilà, donc si vous voulez, moi, mon sentiment aujourd'hui, et je rejoins Pascal Brisé sur le fait que du point de vue franco-français, Louis XI est un très grand roi. C'est incontestable. Ça, personne ne peut dire le contraire, et moi le premier. Je veux dire, quand on prend un peu de distance par rapport au sujet, on considère effectivement que l'œuvre est colossale. Et ça n'a jamais été remis en cause ensuite. C'est-à-dire qu'il a posé des bases, il a posé des jalons. Et d'ailleurs, c'est grâce au règne de Louis XI que finalement, après, la France peut se projeter au-delà de ses frontières. Les campagnes en Italie, c'est le produit même de l'œuvre de Louis XI, qui effectivement restaure l'armée, restaure les institutions, apporte des crédits nouveaux. Donc évidemment, mais si vous voulez, moi, de mon point de vue, j'enlève ma casquette de cité royale, je prends ma casquette de citoyen lorrain. Pour moi, si vous voulez, il y a eu une espèce de bifurcation de l'histoire. Et pour moi, très clairement, la mort du duc de Bourgogne, Charles le Hardy, le 5 janvier 1477 à Nancy, est une tragédie en réalité. Parce qu'il y a une bifurcation de l'histoire qui n'a pas été prise. Certes, la France aurait peut-être pas eu l'assise territoriale qu'elle a aujourd'hui, mais je pense que si on fait le bilan, on aurait pu s'épargner des guerres qui ont épuisé nos peuples jusqu'à nous amener à une faiblesse aujourd'hui qu'on paye aussi. Mais voilà, en tout cas, pour en terminer là-dessus, je pense qu'on ne peut pas avoir d'approche binaire, bien, mal, méchant, gentil. C'est pour ça que Murray Kendall, pour moi, c'est un élément historiographique, parce que ça concourt effectivement à l'historiographie. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on veut trouver un moyen terme, il y a l'ouvrage de Jean Favier qui est vraiment une
très belle biographie de Louis XI, qui est encore, à mon sens, beaucoup trop partisane, Oui. mais qui néanmoins apporte quand même un peu plus de mesure. Et voilà, je pense que c'est toute la difficulté de l'histoire, c'est apporter de la nuance et de la complexité. Aujourd'hui, on est dans une époque qui est très binaire. Hein. C'est vraiment, il faut le clash, il faut le buzz. Alors, je suis désolé pour le duel annoncé, mais en tout cas, je pense qu'on a besoin plutôt de nuances, de complexité et d'approches croisées. Parce que je pense que on gagne beaucoup à avoir cette approche nuancée qui permet d'être dans la finesse en fait de l'histoire. Alors vous parliez de la postérité un peu de son œuvre, mais est-ce qu'il a inspiré, est-ce que cette figure d'État a inspiré d'autres chefs d'État? On dit que, si j'ai lu quelque part, que le livre de Paul Murray Kendall était sur table de chevet de François Mitterrand, de Valéry Giscard d'Estaing, comme si c'était un peu une figure inspiratrice. Est-ce qu'on trouve du côté des rois ou du côté des présidents, pour être dans l'histoire plus récente, des gens qui s'en approchent, en fait, qui en tout cas ont une vision un petit peu identique de la façon de présider aux destinées d'un État? Je préférerais que notre ami réponde. Bravo. L'histoire des présidents, je ne les connais pas. J'allais faire la même remarque. Bravo. Non, mais c'est... À mon sens, c'est très scabreux de faire des parallèles avec aujourd'hui. Non, mais je le dis parce que franchement... C'est une question de journaliste. Incontestablement, je pense que François Mitterrand et Giscard d'Estaing ont tous lu l'un comme l'autre Murray Kendall. Après, je pense qu'il ne faut pas confondre les époques, il ne faut pas confondre les situations géopolitiques. Ce que dit Pascal Brizet est vrai sur l'époque médiévale, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément... Enfin, la politique de Louis XI, ce n'est pas une politique des sentiments. Ce n'est pas une politique du sondage permanent. Ce n'est pas une politique de savoir est-ce que si je dis ça, je vais avoir plus de voix pour moi. Voilà. C'est pas du tout ça. D'ailleurs, c'est aussi une chose qui a surpris les contemporains de Louis XI, c'est qu'il fait une politique qui est conforme aux intérêts du pays. Hein, et pour lui, ça n'inclut pas des sentiments, j'allais dire, qu'on peut être... Aujourd'hui, on est dans la logique un peu, j'allais dire, bisounours, du care, de la bienveillance. Voilà. Mais si vous voulez, je pense que c'est pour ça que je ne ferai pas de comparaison, parce qu'en réalité, la mentalité collective, la façon de concevoir la notion de pouvoir n'est pas du tout la même en réalité. Donc c'est très difficile de faire des comparaisons. Enfin, je ne sais pas ce qu'on peut... Exactement la même chose que vous. Mais non, puis d'abord, ça ne sert à rien de chercher à comparer. Nous ne vivons pas aux mêmes époques, nous n'avons pas la même façon de diriger aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, le gouvernement se fait plus en fonction des sondages et des intentions temporaires des électeurs. C'est toujours la même chose. Donc, à cette époque-là, on ne s'encombrait pas avec tout cela. On décidait quelque chose, on le mettait en œuvre, point final. Alors, est-ce que c'était la meilleure des solutions par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui? Je ne sais pas, mais en tout cas, je crois que ce qui cloche quelque part aujourd'hui, c'est qu'on ne sait plus trop où on va. On navigue d'une idée à une autre. Et ce qui me plaisait avec Louis XI, c'est bien qu'il écoutait, comme je le disais tout à l'heure, il savait écouter son entourage. Eh bien, à un moment donné, il était le chef, il prenait les décisions, et puis voilà, on l'appliquait. Et ça avait des résultats positifs. Oui, mais bien sûr, mais je suis là pour. Vous l'avez bien compris. Non, mais c'est... Donc c'est vrai que ça ne sert à rien de chercher alors que Mitterrand ou Giscard aient eu ce livre entre leurs mains. Ça prouve qu'ils étaient bien conseillés, parce qu'ils n'étaient pas les seuls. Vous avez dit tout à l'heure que c'était 300 000 exemplaires, donc il y avait 300 000 autres lecteurs potentiels, plus tous les livres qui ont circulé à droite à gauche entre les mains des lecteurs. Donc c'est bien. Et quelque part, ce livre, alors, je ne dirais pas qu'il... Ouais, c'est le livre d'un homme qui était amoureux de son personnage, parce que grâce à cette rencontre... Ça, vous pouvez le comprendre, parce que vous tombez aussi de temps en temps amoureux des personnages dont vous écrivez des biographies. Alors justement, ce qui m'embête, c'est que pour avoir écrit sur Agnès, j'ai pas l'impression d'avoir mal écrit parce que j'étais amoureux d'elle. Mais bon, peut-être bien, mais je m'en suis pas rendu compte. Mais non, ce que je veux dire, c'est que on a... je sais même plus ce que je voulais dire, donc on va gagner du temps. Mais oui, je sais plus. Ça va vous revenir. Ouais, peut-être bien. Non, mais en tout cas, je partage votre réponse. Je suis complètement d'accord avec Jean-François. On termine alors match nul. Sur un match nul. Enfin, on termine pas, parce que du coup, l'occasion est donnée maintenant à vous de poser des questions, de faire des remarques, peut-être de contredire. Qui sait? Je vais faire passer le micro quand même. C'est peut-être plus
plus audible pour tout le monde. Voilà, merci pour votre intervention. Mais moi, quand j'étais à l'école, on m'a appris que Louis XI, il se déguisait, il allait dans la rue, il écoutait, il parlait avec les gens. Il sondait. C'est faux, ça? Oui. Ça, c'est l'imagerie populaire. Hein. Pardon. Ah oui. Non, c'est de l'imagerie populaire. Par contre, c'est vrai que c'était l'un des premiers souverains, peut-être même le seul d'ailleurs, avec Louis XVI, mais c'est une autre époque, à avoir toujours eu envie de se fondre dans le peuple, dans son peuple. Il n'a pas cessé de régner en se déplaçant. Il a fait toutes les régions possibles et inimaginables. Il allait au-devant de son peuple. Les grands ne l'intéressaient pas. Il les redoutait. Il redoutait les grands de l'Église, les grands aristocrates, tous ces nobles qui, en fait, étaient capables de vous trahir à la première occasion. Donc, il le savait et ça ne l'intéressait pas. Mais par contre, il s'est toujours intéressé aux petits, aux humbles. Et il n'a pas cessé de se promener, d'aller à la rencontre de son peuple pour connaître ses véritables besoins. Alors après, on peut dire qu'il se planquait pour aller, mais c'est pas pour ça. Non, c'est qu'il s'intéressait. Il s'intéressait passionnément à la France. Il s'intéressait passionnément au projet qu'il avait d'en faire le pays qui est devenu la France. Et donc, oui, on le retrouvait. Alors, il s'habillait pas, mais bien sûr, mais il n'a jamais eu le goût du vêtement. C'est vrai qu'il a commencé à vivre gamin en étant modestement habillé. Alors, est-ce qu'après, c'est une habitude qu'il a prise? Mais en tout cas, il n'a jamais cherché. C'était incroyable parce qu'il était très ami avec Francesco Sforza, l'ancêtre de Ludovic, notre voisin. Et Francesco Sforza lui a fait parvenir des soieries magnifiques pour se faire des vêtements. Il n'en usait pas plus que ça. Il était content avec ses vêtements très ordinaires. Il n'en éprouvait pas Il n'en éprouvait pas le besoin. Et donc, il se fondait en effet dans son peuple, mais c'est parce qu'il allait vraiment à la recherche de ces gens-là, sans jamais vouloir paraître plus royal qu'il ne l'était. Par contre, à des moments bien déterminés, il était le roi. Et il savait avoir la couronne, avoir les vêtements et être bardé de fleurs de lys. Alors, d'accord avec ce que dit Pascal Dubrizet, dans les très grandes lignes, effectivement. Non, mais vous avez parfaitement raison de dire que Louis XI est un roi qui est en chemin en permanence. Et ça, c'est majeur. Je fais écho à l'exposition qu'on présente aujourd'hui à la Cité Royale, le roi voyageur. C'est un roi qui se déplace beaucoup. Il y a pratiquement 511 lieux de résidence identifiés sur tout son règne. Et c'est un roi qui reste 22. Il y a des ratios qui ont été faits, 22% de son temps à Tours, qui est vraiment le point capitale. central, voilà. Mais il ne cesse, comme son père d'ailleurs, de voyager dans le royaume et d'aller à la rencontre de ses sujets. C'est un dialogue permanent avec ses sujets. Alors, on considère qu'il était surtout très désireux de créer une nouvelle classe sociale, les officiers, avec d'ailleurs des pensions qui étaient associées. Donc, pour effectivement passer outre le pouvoir de la haute noblesse, sans pour autant aller jusqu'à être en proximité immédiate avec j'allais dire, les classes sociales les plus inférieures. Mais en tout cas, c'est effectivement un roi qui sort un peu là aussi de la façon d'être de ses prédécesseurs et qui est sur une logique vraiment de dialogue permanent avec ses sujets. Donc ça, c'est peut-être le résultant de cette image un peu fausse, hein, mais en réalité, ce roi qui circule dans le royaume, ce roi qui est toujours à l'affût de ce qui se passe, c'est une réalité. Oui, parce qu'on ne peut pas gouverner sans savoir ce qui se passe. Exactement. Et en la matière... Je ne voulais pas dire ça. Je suis ennuyé de demander la parole parce que je veux apporter la contradiction au contradicteur. Je suis d'autant plus gêné qu'il y a 8 jours, j'étais à Nancy, où j'ai bien compris le malheur qui a résulté du partage de l'empire de Charlemagne en 3 parties distinctes. Et je suis d'accord avec vous à ce sujet. Où je voulais vous apporter quelques modifications, c'est lorsque vous avez dit, alors que vous êtes responsable du donjon de Loches, qu'il n'y a pas eu de prisonniers avant Louis XI dans le donjon. Or, en réalité, Charles VII déjà a enfermé des gens dans le donjon, le plus célèbre d'entre eux et le plus connu étant Alençon. Donc Louis XI n'a fait que suivre les traces de son père, là comme ailleurs. C'est d'ailleurs une chose assez surprenante lorsqu'on voit ces 2 rois lochois
de voir qu'ils avaient l'air de se détester, mais qu'en réalité, ce qu'ils portaient au-dessus de tout, le père comme le fils, c'était la continuité du pouvoir royal qui seul était capable de débarrasser les Anglais hors de France. En effet, Charles VII aurait pu mettre à l'ombre ou en résidence surveillée son dauphin. Il ne l'a jamais fait. Quand il s'est fâché avec lui gravement, il l'a envoyé gérer ses terres en Dauphiné. Et à l'inverse, quand le père, qui en avait quand même assez de son fils, a envahi le Dauphiné, Louis XI ne s'est pas opposé par les armes à lui, est allé demander protection au duc de Bourgogne. Donc je crois que ce qui a été le plus important pour les rois de France a toujours été de transmettre, et c'est pour ça que l'on considérait en France que le régime ne terminait jamais. Le roi ne meurt jamais, oui. Et même par la mort d'un roi, immédiatement, un autre roi le remplaçait. D'un mot, alors, vous me reprenez, bon, c'est votre droit, hein, sur Alençon. J'ai pas voulu en parler parce qu'on aurait été trop long, mais effectivement, Alençon, c'était un bon exemple parce que Alençon, qui était d'ailleurs le parrain du dauphin Louis, qui a été un peu, comment dirais-je, dans une stratégie de défiance vis-à-vis de Charles VII, avec notamment des contacts avec l'ennemi anglais, si j'ose dire, a été donc incarcéré, comme vous le dites, dans la grande tour du donjon de Loches. On est dans les années 1458. Il y a le fameux lit de justice de Vendôme, avec d'ailleurs Jean Fouquet qui a peint ce moment important. Et effectivement, Alençon est incarcéré, d'abord condamné à la peine capitale, ensuite amnistié, pas amnistié, mais en tout cas sa peine commuée en enfermement à vie. Et Louis, dauphin devenu roi, le libère. Voilà, précisément parce qu'on est dans la logique qui consiste à enfermer les conseillers de son père et à libérer ses opposants. Et là encore, il considère qu'il s'est trompé puisque très peu de temps après, eh bien, il est amené à le réenfermer. Voilà. Donc, merci d'avoir cette précision. Effectivement, Charles VII avait initié cette logique d'une prison d'État, mais c'est vrai que c'était un peu marginal par rapport au règne, mais en tout cas, vous avez raison de le signaler. Oui. Disons que Louis XI, en tout cas, aura fait de Loches la première prison de France. Et là, ça se dira dans tout le royaume. J'ai une question. Comment expliquez-vous que Charles VII, qui a régné plus de 40 ans, Louis XI plus de 20 ans, en cheminant partout à travers la France, n'ait pas été balayé plus tôt ? Ah bon, balayez pas comme ça, hein, chère madame. Comment voulez-vous qu'en cheminant autant, il n'y ait pas eu des coups d'État ou des choses comme ça ? Ça tient du miracle, ça tient de beaucoup de choses, parce que les rois circulaient avec, bien sûr, une garde autour d'eux, mais ça n'a rien à voir avec ce que connaissent nos présidents aujourd'hui. Ils étaient plus. D'abord, l'histoire prouve qu'on a assassiné un certain nombre d'entre eux. Par le plus grand des hasards, ça ne s'est pas produit, et c'est bien pour nous. D'un mot, alors pour l'exposition en cours, Le Roi Voyageur, on a travaillé sur les sources et notamment sur les ordonnances liées au déplacement des souverains. À l'époque de Philippe IV le Bel, donc on est à la fin du XIIIe siècle, on est sur un attelage et un équipage de 300 personnes. À l'époque de Charles VII, on est quasiment 10 fois plus en réalité. Il y a une densification. Oui, mais en dehors de la personne en tant que telle, pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas eu de coup d'État à Tours ou à Paris ? Non, mais en réalité, le pouvoir, il est incarné par le souverain et c'est le pouvoir qui se déplace. Je veux dire, prendre une ville du royaume, ça n'a aucun intérêt. C'est la personne du souverain qui incarne le pouvoir. Je veux dire, le pouvoir est mobile. Et il y a une très belle formule de Léonard Dauphin, qui est un brillant historien qui travaille justement sur l'itinérance de la cour et qui dit que le pouvoir du roi au Moyen-Âge, c'est un pouvoir qui est en chemin, en permanence en chemin. Voilà. Et c'est vrai que la norme, c'est le déplacement en réalité. L'exception, c'est de rester statique. C'est le cas de Charles V, de Charles VI ou de Jean II. Mais en réalité, la plupart du temps, le roi se déplace. Et il faut attendre quasiment l'enfermement de la cour à Versailles, qui d'ailleurs, après, bon, je ne vais pas aller trop loin, mais qui est une des raisons pour lesquelles la Révolution arrive. C'est-à-dire que la césure,
l'absence de dialogue entre le roi et ses sujets est une des causes, pas la seule, mais de la Révolution. Est-ce qu'il y a une question là-bas? Hop. Excusez-moi de poser une question triviale après cet échange de savoir au pluriel. Vous pouvez me rappeler le nom du barbier? Olivier Ledain. Merci. Voilà, c'était l'exemple type des choix que faisait Louis XI, qui était complètement surprenant pour cette époque. On choisissait ses principaux conseillers, ses principaux ministres parmi la haute aristocratie ou l'Église. Et là, il choisit son barbier. C'est un homme en qui il a toute confiance. Et en effet, ça va devenir des personnages clés, quelqu'un qui se rassure selon les goûts du roi. Et donc, merci d'avoir posé cette question. Il aurait pu, lui, égorger facilement le roi. Hein. Eh bien non. Olivier Ledain. Une question derrière. Est-ce que ses épouses ont eu une influence sur sa politique? Je me permets, je prends la parole en premier. Comme ça vous permet de me contredire. Alors, sa première épouse, une petite Écossaise, Marguerite d'Écosse, elle arrive, elle est toute jeune, elle a 11 ans, lui il en a 13 quand on les marie. Ils vont devenir bons amis, et pas plus, parce qu'elle va mourir au bout d'un an ou un an et demi, enfin moins de 2 ans, elle meurt, elle disparaît. Ensuite, on va le marier à Charlotte de Savoie, qui restera son épouse légitime jusqu'à la fin de sa vie. Elle lui donnera 7-8 enfants, c'est cela. Oh, excusez-moi. Donc, il donnera des enfants. Et ça sera une femme comme était Marie d'Anjou, la femme de Charles VII. Ce sont des femmes qui, je ne pense pas, ont eu d'influence sur le roi. C'était des personnalités beaucoup trop fortes. Et puis on ne leur demandait pas ça, hein. On leur demandait de faire des enfants et des enfants, parce qu'il fallait assurer la continuité de la dynastie. Concernant Charlotte de Savoie, la seule chose, c'est que ça lui permettra, quand il était de ce côté-là, d'apprendre l'italien, entre autres. Mais honnêtement, je ne pense pas qu'il y a eu la moindre influence de la part de ces deux épouses. Il y a eu d'autres reines qui ont eu des influences sur les rois, mais pas ces deux-là. Hein. Non, mais je Alors, les maîtresses, pas plus pour Louis XI. Charles VII, c'est bien connu, avec Agnès. Mais Louis XI a eu beaucoup de maîtresses, quelques enfants illégitimes, laissés par-ci, par-là. Mais aucune n'a laissé de nom véritable dans l'histoire, parce que je ne pense pas qu'elles aient eu la moindre influence. Non, mais c'est tout à fait ça. Il y a une différence majeure entre le père et le fils, parce qu'effectivement, autant le père est très à l'écoute de ses favorites, mais le fils pas du tout. Et d'ailleurs... il y a un grief qui lui est fait qui est probablement faux. On le taxe de misogynie. Bon, c'est un peu facile. Hein. Mais en réalité, ce qui est certain, c'est qu'il ne gouverne qu'avec des hommes, hein, la réalité. Et d'ailleurs, quand on observe les résidences du souverain, quand il est à Tours, la reine est à Amboise. Voilà, ça dit quelque chose aussi de la proximité entre les deux. Mais néanmoins, voilà, il est dans son rôle de souverain. Oui. Il se retrouvait seulement pour faire des enfants, assurer la continuité de la maison. Mais oui, autrement, chacun vivait de son côté. Hein. Notamment, pour Louis, c'était Le Plessis, sa résidence favorite, il l'avait racheté à Pierre de Brézé, d'ailleurs, et il a racheté ce petit manoir, il en a fait son château bien à lui, un château avec 2 ailes, en retour d'équerre, une grande chapelle. C'est là qu'il se sentait bien. Il était proche de Tours. C'est quand même l'époque où Tours est la capitale du royaume de France. Donc il en était sorti, juste à proximité, mais pas dans la ville, parce qu'il préférait être un peu à l'écart. Il se sentait là en sécurité, et il l'a fait complètement aménager. Non pas parce que là aussi, parmi les images noires que l'on donne de Louis XI, il y a le Plessis, qui est une demeure sombre, tristounette, quelque chose d'assez sinistre. Et en fait, pas du tout. L'aspect extérieur, en effet, était hautement fortifié. Et on n'y rentrait pas parce que Louis XI craignait le moindre attentat. Mais à l'intérieur, c'était fait avec beaucoup de goût, c'était assez raffiné. Les pièces étaient spacieuses, il y avait la lumière qui entrait de tous les côtés. C'était vraiment une résidence de plaisance où il aimait être, entouré de ces fameux... 2 grandes passions pour Louis XI, hein. C'était ses chiens et ses oiseaux.
il s'est fait immédiatement construire une immense volière parce qu'il voulait avoir des oiseaux partout. Il a fait acheter des oiseaux et des chiens peut-être pas la terre entière, mais il les a fait venir de très loin parce qu'il avait cette véritable passion. Il se sentait bien avec eux et il était certain, en tout cas, de ne pas être trahi par ses chiens. Et donc, je ne sais pas pourquoi je vous parle d'ailleurs du Plessis et du chien, mais c'est pour dire que donc, cet homme, il avait quand même de bons côtés. Ce n'était pas que de l'austérité chez lui. Vous nous clouez le bec, là, cher ami ? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, une autre question. Il avait quel âge quand Charles VII a pris Agnès Sorel comme maîtresse? Et quelles étaient les relations entre lui et Agnès Sorel? Elles étaient très mauvaises. Très, très mauvaises, parce que c'est pas bien, vous avez dormi au début, parce que je l'ai dit. Hein. Non, je disais qu'il a eu de très mauvais rapports avec Agnès Sorel, parce que Louis XI, il y a quelqu'un qu'il aimait, c'était sa mère. Il avait beaucoup de respect pour sa mère, il l'aimait apparemment beaucoup. Avec son père, tout ça, c'était plus compliqué. Mais je pense que le drame de leur vie, c'est qu'ils n'ont pas... L'histoire ne leur a pas donné le temps d'apprendre à se connaître, d'apprendre à s'aimer. Comme vous le disiez, il était impulsif, impatient de faire quelque chose. Le rôle de dauphin, c'est sympa, mais quand vous n'avez rien à faire, ça devient un peu lassant. Il adorait chasser, il adorait plein de choses, mais bon, il se sentait capable de faire autre chose. Donc c'est vrai que ça traînait. Et donc il n'a pas du tout apprécié le comportement d'Agnès Sorel. Et donc ça s'est mal passé entre eux. Et donc depuis son plus jeune âge, il a connu Agnès Sorel. Et avec le temps, il s'est rendu compte de l'influence grandissante qu'avait Agnès. Ça a peut-être d'ailleurs joué plus tard sur son comportement vis-à-vis des femmes. Parce qu'autant Agnès Sorel avait une énorme influence sur Charles, et une bonne influence, manifestement, même si j'en rajoute un peu. Mais bon, en tout cas, c'est pas si mauvais que ça. Et donc ça, il ne l'a pas supporté. C'était pas possible. Il avait lui aussi sa conception de ce qu'était un roi qui avait été à Reims se faire sacrer, qui avait reçu l'onction sacrée et tout. Donc les femmes, ça, il n'a pas supporté du tout le comportement de cette maîtresse. Et ça l'a profondément marqué, je pense, dans son comportement ultérieur vis-à-vis des femmes, qu'il n'a jamais associé manifestement à son pouvoir. Peut-être, alors pour compléter ce que disait à l'instant Pascal, Agnès Sorel et Louis le Dauphin ont le même âge en réalité. Agnès Sorel est 1422, pardon, Louis est 1423. Voilà. Ils ont 20 ans tous les deux quand Agnès Sorel rentre au sein de la cour. Moi, j'ai une autre interprétation que celle de Pascal sur les raisons de cet antagonisme. Pour moi, ça s'inscrit dans la continuité de ces tentatives de déstabiliser le souverain. Enfin, dès 1440, c'est la praguerie, on en a parlé. 3 ans après, Agnès rentre au sein de la cour. Et je crois que le dauphin réalise que Agnès Sorel est une personne de qualité qui apporte autour du roi des conseillers de confiance, des personnes qui vont l'aider à reconstruire le royaume. Et donc, pour lui, c'est terrible parce que ça veut dire que le règne de son père n'est pas terminé et qu'au contraire, il repart sur une... Et ce qui va se passer d'ailleurs. C'est-à-dire que les années Agnès Sorel, pour Charles VII, c'est extraordinaire. C'est le retour de la paix, c'est le retour d'une forme de souveraineté, c'est la trêve de Tours en 1444. Donc, en fait, c'est la décennie heureuse, même si ça n'a pas duré 10 ans, mais 7 ans, entre Charles VII et Agnès Sorel. C'est vraiment un des moments les plus lumineux du règne de Charles VII. Et pour Louis Dauphin, c'est terrible, parce qu'en réalité, ça nuit à ses projets. Et d'où le fait que, effectivement, il y a cette détestation qui devient une haine en réalité de la favorite, jusqu'à un esclandre. Il y a un des chroniqueurs qui dit qu'il aurait dégainé une épée. Alors tous ne le disent pas, mais en tout cas on sent que la haine est là, et on voit bien. Et qui plus est, c'est effectivement après l'une des raisons pour lesquelles le dauphin est exilé. C'est pas la seule, mais c'est une des raisons pour lesquelles il est exilé. Alors je voudrais rajouter à cela que finalement Louis XI, vous me croyez ou vous me croyez pas, c'est pas un si mauvais garçon. Preuve en est, c'est qu'il a été extrêmement bon avec ses demi-sœurs, les filles que Charles avait eues avec Agnès Sorel. Autant il détestait la maîtresse, autant avec ses demi-sœurs, il a été tout à fait parfait. Il leur a permis d'être bien mariés et autres. Vraiment, il a une posture parfaite. Absolument. Et c'est pour ça que le roi corrige les erreurs du dauphin en réalité. Oui. Et n'oublions pas que c'est Louis XI qui a exigé qu'Agnès reste dans le cœur de Notre-Dame de Loge. Oui, c'est vrai. C'est vrai à une époque où
l'Église, exigeait, sitôt la mort de Charles VII, qu'on veuille bien déplacer la maîtresse parce qu'ils n'arrivaient pas à gérer leurs offices dans le chœur. Et Louis XI avait, là aussi, preuve de sa grande intelligence. Il avait une phrase superbe. Je consens à ce qu'on déplace ce tombeau, mais à une seule condition, c'est que vous rendiez tout l'argent qu'elle vous a donné. Alors là, Agnès est restée jusqu'à ce que les révolutionnaires en prennent moins grand soin. Mais nous avons veillé à ce qu'elle revienne dans la collégiale, aux grandes dames du logis d'ailleurs. On restera sur ce conflit Oui. inachevé. Est-ce que vous m'autorisez? C'est fini. Alors... Non, moi, j'ai une dernière question. Ah, bah alors. Oui. Sa relation avec l'Église. Elle a toujours été bonne, à la seule condition, c'est que chacun sache rester à sa place. Surtout l'Église, oui, non, bien sûr. Il n'était pas question pour le roi. Il s'est frotté à un certain nombre de grands religieux et ça ne lui a jamais fait peur. Par contre, il était très bien avec le Vatican, donc tout ça allait bien. Mais autrement, ses liens avec l'Église étaient bons. Il était sacré, donc puisqu'il était sacré, il était au-dessus de tout ça, je crois. Oui, non, mais c'est tout à fait vrai. Et ce qui est frappant là aussi, c'est que à son avènement, il décide de dénoncer ce qu'on appelait la pragmatique sanction. C'est Charles VII qui avait, en 1468, instauré un traité avec le Vatican selon lequel il était, lui, en charge du pouvoir temporel et donc il pouvait nommer les évêques qui, après, recevaient une double validation, si j'ose dire, par le Vatican. Et donc, quand Louis devient roi, il dénonce cette pragmatique sanction pour ensuite la réinstaurer 4 ans après. Donc on est sur la même logique que ce que j'ai indiqué précédemment, c'est que avec une espèce d'aller et venue entre sa détestation pour le règne d'avant et puis finalement considérer qu'il s'inscrit dans une continuité. Et puis effectivement, c'est ce que dit Pascal Dubreuil, c'est qu'en réalité, il s'entoure aussi de religieux. Enfin, on a évoqué le cardinal Balue, l'évêque à Raucourt. Et ça, c'est pour terminer un peu, ça c'est l'image reçue, mais qui n'est pas totalement fausse, c'est la crainte de la mort. Et on sent que c'est un personnage qui, plus il avance en âge, plus sa religiosité devient intense. Et il y a ces images qui sont très vraies, du souverain qui est constellé de médailles miraculeuses. Voilà. Et ça, c'est une réalité. On sent qu'il a une hantise de la mort. Et donc, il fait venir le Saint François de Paule, qui vient là pour lui apporter les comment dirais-je, c'est ça, les derniers sacrements, et puis également l'apaiser en fait dans cette crainte de la mort. Mais oui, donc le rapport à Dieu, le rapport à l'au-delà, il est très présent, oui. J'ai une question. Le roi voyage beaucoup, mais il est compris partout. Tout le monde parle français. Comment ça se passe? C'est une excellente question. Alors, ouais. Non, mais probablement que, en effet, le peuple, entre guillemets, ne comprenait pas ce qu'il disait. Mais il avait cet avantage, en tout cas, parce qu'il était très très bien formé. Il parlait notamment, entre autres, le latin. Oui. Le latin que l'on parlait partout à travers le royaume, que ce soit dans les provinces qui n'étaient pas encore françaises, on parlait le latin. Or, Louis XI le parlait si bien que c'est le seul roi qui n'a jamais eu besoin de traducteur. Quand il recevait des courriers diplomatiques officiels en latin, il les lisait, il y répondait. Là encore, il voulait se protéger parce qu'il n'avait pas confiance en les traductions qu'on lui donnerait. Donc, je pense que quelque part, quand il recevait le gratin, c'est pas impossible. Il parlait un certain français, mais c'est pas impossible qu'il ait usé du latin. Alors, pour répondre aussi à la question en complément de ce que vient de dire Pascal, c'est vrai qu'on a la langue de l'élite qui est le latin globalement. Et après, quand on regarde les territoires qui sont encore indépendants, je pense au duché de Bretagne par exemple, on a le duc de Bretagne et sa suite ont des alliances qui sont au-delà, je dirais, de leur propre territoire, et donc il y a une porosité linguistique, c'est-à-dire que le duc est bilingue en réalité, donc il parle aussi bien breton que français, et la manière que quand on regarde ce qui se passe dans la zone de Languedoc, pareil, les élites sont plutôt soit latinistes, soit vont vers une pratique balbutiante de la langue d'Oïl, donc de la langue du roi. Mais effectivement, on fait souvent des projections un peu rapides, mais oui, il y a une hétérogénéité. On parle, le terme savant, c'est une diglossie, c'est-à-dire qu'au sein du royaume, il
il y a une multitude de langues, y compris au sein de l'espace francophone au nord de la Loire. Donc, mais le latin reste la langue de l'élite et c'est aussi une manière de parler, de se faire comprendre. Merci beaucoup à tous les deux, Pascal Dubrisé et Geoffroy Tulle. Je crois qu'on peut vous remercier et vous applaudir. Merci à vous. Alors, allez-y, puis après j'aurai 2 choses à annoncer. Allez-y, Pascal. oui. Pascal a quelque chose à dire avant de se quitter. Non, juste, je voudrais laisser, puisque c'était notre héros du jour, je voudrais donner une dernière fois la parole à Louis XI. Juste avant de mourir, le 30 août 1483, il va être 7 heures du soir, 19 heures, il va mourir. Il est encore lucide et il a dit ceci: « Nous n'avons rien perdu de la couronne, mais au contraire, avons Icelle augmenté et accru. » Eh bien, je trouve que rien que cette phrase résume ce qu'a voulu faire tout au long de sa vie ce roi qui, quelque part, a été beaucoup décrié, mais que grâce à Jean-François, eh bien, ce soir, il remonte dans le cœur de chacun. C'est toujours l'idée d'avoir le dernier mot, quoi, finalement. Oui, mais là, c'est Louis XI qui l'a. Donc je rappelle que pour ceux qui ne seraient pas encore allés au Logis Royal cette année, il y a vraiment un parcours pour comprendre ce concept et cette réalité de cour itinérante, de roi voyageur. C'est passionnant. Et puis évidemment, je vous renvoie aussi aux livres, à différents livres de Pascal Dubrisé et peut-être un prochain livre en route, Pascal Dubrisé. Est-ce qu'on peut en dire quelque chose Oui. ou au pluriel? Je peux. Oui, au pluriel. Ouais. Oui, alors il va sortir incessamment sous peu, enfin cette année je pense, un livre consacré à une autre de nos héroïnes lochoises, dont à mon sens on ne parle pas suffisamment, c'est Anne de Bretagne. C'est quand même grâce à elle, en tout cas cadeau de son mari, que nous avons cet oratoire qui est la perle du Logis Royal, vraiment tout ce qu'il y a de plus beau. Depuis qu'on a enlevé Agnès, il reste au moins l'oratoire. Et il a été fait pour Anne de Bretagne. Donc, nous allons sortir un livre sur Anne de Bretagne, et puis sur Loches. Et puis, l'année prochaine, ce sera un rendez-vous avec Louis de la Porte, le découvreur des ruines d'Angkor, dont on va célébrer l'année prochaine le 150e anniversaire de sa mort. C'est un personnage hautement inconnu, mais c'est encore un Lochois, c'est ce qui nous va bien. Et il est mondialement reconnu à travers les ruines d'Angkor. Donc voilà, puis il y a quelques autres fantaisies à venir. On verra donc tout ça. Mais il faut occuper une retraite. Merci à tous les deux. Merci à vous en tout cas. Bonsoir, merci beaucoup tous d'être ici. Et ce soir, j'ai beaucoup de chance parce que je vais embrasser 3 belles hommes et les remercier. Je vais commencer. On commence par moi, tu as raison. Je suis le plus vieux. On commence toujours par le 3e art. Pour ceux qui ne connaissent pas ici le JAM, Yaroshinsky Art Museum, c'est un musée qui est consacré à mes parents, qui étaient tous les 2 artistes. Et si vous regardez sur la droite, il y a 2 mois, on a fait le dévoilement de ce tableau qui a été restauré pendant 2 ans par Jessie Gérin. Voilà, c'est ça, Jessie Gérin, qui n'est pas là ce soir, malheureusement. Alors, donc, je voulais vous remercier. Et surtout, des cadeaux pour vous, mais Pierre ne m'a pas donné assez d'affiches. Donc, il y a juste une affiche qui va aller. Ils vont savoir où ça va être. Où est-ce que ça va être, ça? Tu sais, toi? J'hésite à le dire. Tu sais, toi? Ben, je vois pas. Où est-ce que ça va aller? Dis donc, j'aurais pu vous donner une photo plus récente. Plus ancienne, pardon. Je ne sais pas, au Logis Royal. Non, ça va aller dans les chiottes. Il n'y a pas de petits endroits pour grandir. Tous nos événements se trouvent aux chiottes. Tenez-le-vous pour dit. Non, j'ai quand même des petits cadeaux, mais c'est un petit cadeau d'un sac. Un sac à main, ça c'est tendance. Voilà, il y a des petites choses dedans. Merci.
Merci infiniment. Ça, c'est pour mettre le magazine, bien sûr, que vous allez acheter maintenant. Voilà. Voilà. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Et merci à vous, Pierre, d'avoir nous allons... eu la bonne idée de nous rassembler. Ouais, bravo, Pierre.